Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Aujourd'hui, comme d'habitude, on fait le point hebdomadaire sur la crypto-monnaie. Donc le Bitcoin avec les ETF, j'en parlerai. Je vais également faire le point sur BTN, il y a des choses intéressantes à dire, vous verrez. Je vais aussi faire le point sur le RWA dans son ensemble, hein. Vous connaissez avec Ripple notamment, Ondo. Désormais Plume, parce que j'en ai parlé la semaine dernière, j'ai montré les statistiques dans le RWA et c'est vrai qu'on a un réseau qui est en train de sortir, de se détacher du lot pour le coup. Dans le secteur du RWA, c'est la crypto-monnaie Plume. Bon, donc je vais aller un peu dans le détail avec notamment les TVL. Vous allez voir, je pense que ça va changer un petit peu par rapport aux perspectives données, hein, que j'ai l'habitude de donner. Là, on va vraiment aller au cœur de chaque blockchain avec justement cet aspect de TVL et donc de valeur en fait bloquée sur les blockchains. Ok, donc je parle de ça. J'ai également parlé de l'actualité crypto un peu plus générale, mais en lien avec le RWA parce qu'aujourd'hui, est bien forcé de constater que toutes les nouveautés et de près ou de loin, maintenant, indirectement, sont liés au RWA dans la crypto-monnaie, mais également à l'intelligence artificielle. Donc, ça fait un moment que je n'ai pas fait le point sur l'intelligence artificielle, mais je pense que je le ferai la semaine prochaine parce que, vous savez, hein, c'est déjà condensé, ça prend déjà du temps ces vidéos, mais j'ai pas le temps de tout aborder, même s'il y a des sujets vraiment très intéressants. Bon, allez, bah, écoutez. Je commence avec les ETF Bitcoin Spot, comme vous connaissez avec le rapport de Farsight Investors. Regardez-moi cette semaine, ça a été le yo-yo. On a eu effectivement une grosse correction saine, hein, on voit, avec des prises de profit de la part des institutionnels sur les 1 août, 4 août et 5 août, comme on peut voir ici. Mais depuis le début de la semaine, à 6, 7, 8 août, ça repart à la hausse. Alors, est-ce que la tendance continue à la hausse là pour cette semaine prochaine à partir de demain? On va voir. Mais en tout cas, force est de constater qu'on est quand même à un total de capitaux injectés sur cet ETF Bitcoin Spot de 54,4 milliards de dollars, ce qui est une énormité, clairement. Donc, ce n'est pas encore la fin des haricots pour la crypto-monnaie, loin de là au niveau du Bitcoin, hein, encore plus, on le voit. Ensuite, je passe au rapport sur Ethereum, cette fois au niveau des ETF toujours. Et donc là, regardez un petit peu cette semaine, c'est encore mieux. J'allais dire encore pire, mais en fait non, c'est encore mieux quoi. C'est-à-dire que là, on voit bien que Ethereum a vraiment pris le pas sur le Bitcoin en termes de flux entrant sur cet ETF spot. Et ça, c'est vraiment une nouveauté criante, hein, sur une année entière. C'est-à-dire que le Bitcoin a vraiment eu le lead pendant une année sur les capitaux injectés sur ces ETF. Et puis désormais, ben, il y a moins de capitaux qui se dirigent vers le Bitcoin par rapport aux ETF Ethereum. Et là, c'est intéressant parce que ça nous rappelle vraiment la rotation de liquidité qui, en fait, est le démarrage d'une altcoin season, comme on l'a eu sur les précédents cycles. Donc, c'est hyper intéressant. Et là, vous voyez effectivement, en fait, sur les 5, 6, 7 et 8 août, on a eu des flux positifs qui ont carrément, hein, vous le voyez, on fait le calcul, qui ont absorbé totalement en fait les pertes du 1er et du 4 août, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs pour les ETF Bitcoin Spot qui n'ont pas, voilà, c'était une semaine plutôt de capitaux sortants plutôt qu'entrants. Ethereum, c'est une semaine de capitaux entrants. Et vous voyez qu'on n'est pas loin, vraiment, on a un chouïaou de toucher les 10 milliards en fait de dollars injectés sur les ETF Ethereum Spot. Et là où c'est intéressant également, c'est Solana, le petit bébé dernier là, qui est sorti au niveau des ETF. Regardez-moi ça. On est à 141 millions de dollars injectés au total sur les ETF Solana Spot. Mais là aussi, on a eu un 6 août qui a été sanglant, mais après tout le reste a été absorbé et largement le 8 août. Donc on a une semaine positive en termes de flux entrants, alors avec bien sûr coûts de millions et pas de milliards, c'est très très léger en termes de capitaux entrants, mais quand même, mais quand même. Donc ça démontre bien qu'aujourd'hui c'est les altcoins en fait qui portent le marché plutôt que le Bitcoin, et donc ça s'appelle une altcoin season. Voilà, c'est là où c'est intéressant. Maintenant, je vais passer aux articles. Donc, comme d'habitude, vous connaissez avec journalducoin.com pour commencer. Donc, Bitcoin 401 car j'en ai pas déjà la semaine dernière. Eh bien, c'est validé. Ça a été signé par Donald Trump, puisque Donald Trump signe un décret historique à 12 500 milliards de dollars. Donc, 12,5 trillions de dollars. Une folie. Tout simplement parce qu'en fait, là où c'est vraiment n'importe quoi, c'est que je rappelle que le marché, la capitalisation boursière totale en fait, du marché crypto, pour les cryptos les plus éminents, bien entendu, c'est autour des 4 trillions de dollars actuellement. Imaginez que là, Donald Trump a signé un décret en fait pour autoriser toutes les gestionnaires d'actifs à en fait mettre en place dans leur plan d'action de retraite pour les salariés américains et tous les salariés américains
la possibilité automatiquement d'investir dans les crypto-monnaies. Donc là, on a potentiellement une partie des 12 500 milliards de dollars. Imaginons juste 10%. Ben voilà, 10% de 12 500 milliards de dollars, ça fait quand même un petit paquet, quoi. Donc, on a potentiellement, dans les jours, les semaines, les années qui viennent, des Américains qui, sans le savoir, à travers juste, en fait, leur gestionnaire d'actifs qui vont s'occuper de leur placement pour eux, eh bien, s'exposer à la crypto-monnaie, mais ils ne le sauront même pas. Donc là où ça devient très intéressant, qu'on commence à voir vraiment quelque chose, des portes qui s'ouvrent avec un tsunami d'argent, en fait, qui a l'autorisation de se déverser sur le marché des crypto-monnaies. Donc je pense vraiment qu'on n'a rien vu encore clairement sur les performances, la suite des choses pour le Bitcoin et les altcoins. Donc vraiment, je rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, hein, ni en investissement, je n'ai pas de boule de cristal, que je ne connais pas l'avenir, je ne suis pas devin, clairement. Juste, je donne mon analyse personnelle, à vous également de faire vos propres recherches par rapport à ce que je dis également, et de vous faire votre propre conviction et opinion. Bon. Une fois que c'est dit, voilà, moi, ma conviction personnelle, c'est qu'on est vraiment au changement d'un paradigme déjà monétaire, social, j'ai déjà dit, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais vous le savez, ceux qui ont suivi mes vidéos déjà, et en plus, on est, vous voyez, dans une accélération en fait de l'adoption et même des outils mécaniques qui permettent en fait aux institutionnels et au gouvernement d'intégrer le marché des crypto-monnaies. C'est là où c'est très intéressant en fait. Et on voit bien qu'avec le 401K de Donald Trump, eh bien c'est ça, on a encore un mécanisme qui, boum, envoie du lourd sur le marché des crypto-monnaies. Allez, je continue après les bonnes nouvelles, toujours cryptost.fr, l'Indonésie va-t-elle adopter Bitcoin? Une initiative locale présente le sujet au gouvernement indonésien. En Indonésie, un groupe de bitcoiners a été reçu au bureau du vice-président pour faire une présentation sur les avantages de Bitcoin. Et ça, il faut comprendre que ça n'a l'air de rien. Mais imaginez, revenez 5 ans, 10 ans en arrière. Mais est-ce que vous imaginez est-ce qu'on aurait eu ce genre de nouvelles? Mais même pas en rêve, 5 ans en arrière. Donc là, on est à l'aube d'avoir simplement ce qu'on a eu là, il y a 2 ans, c'est-à-dire un FOMO institutionnel qui est en train de se transformer en FOMO gouvernemental. Parce que les institutions, elles sont passées par là. Il y a eu des regroupements de bitcoiners qui sont allés présenter le bitcoin simplement à des analystes financiers, à des directeur stratégie aux nouvelles entreprises. Et à partir de là, ça a commencé en fait à déverser la stratégie dans le Bitcoin pour les entreprises, pour les institutionnels. Et là, on est en train d'avoir la même chose qui se déroule au niveau gouvernemental. Donc dans les mois, les années qui viennent, voilà, ce sera plus des milliards, ce sera des centaines de milliards qui vont se déverser sur le Bitcoin, avec bien sûr l'explosion nucléaire que ça va représenter derrière. Bon, logiquement, hein, c'est logique, c'est qu'une histoire de mathématiques et de chiffres, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc c'est l'offre et la demande et le nombre d'argent qu'on injecte dans un marché. Bon. Ensuite, je continue avec cryptost.fr toujours. Le Salvador ouvre des banques Bitcoin. Comment ça marche et pourquoi c'est important? Mais est-ce que vous imaginez là aussi le délire? Hein. On a un pays donc, qui a adopté le Bitcoin en monnaie légale, qui est en train maintenant d'ouvrir des banques Bitcoin pour autoriser les citoyens à acheter du Bitcoin. Alors, bon, franchement, c'est n'importe quoi. Et là, vous voyez, regardez, pire que ça, en pleine consolidation de sa politique pro-Bitcoin, le Salvador prépare l'ouverture de banques privées d'investissement adossées au Bitcoin, inspirées du modèle du standard or. Donc là, on a vraiment l'exemple criant qu'on a en fait un gouvernement, un État, donc le Salvador, qui considère en fait le Bitcoin identique à l'or, au point de mettre en fait des outils et des banques privées d'investissement sur le Bitcoin basé sur le même modèle que celui de l'or. Donc aujourd'hui, le Bitcoin est égal l'or numérique. Et c'est vraiment, c'est écrit blanc sur noir. Là, pour le coup, j'allais dire noir sur blanc, mais c'est plutôt blanc sur noir. Donc l'avenir est radieux pour le Bitcoin, toujours est-il prouvé, quoi. Allez, je continue. Donc là, c'est une petite nouvelle quand même assez intéressante. C'est que là, on a Harvard qui a investi officiellement 116 millions de dollars carrément dans les ETF Bitcoin Spot. 116 millions de dollars. Une université, quoi. Bon, voilà, on est là. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte quand même le délire? Donc, ça devrait quand même interpeller. On a toutes les entreprises, les institutions et même des universités, des gouvernements qui investissent dans le Bitcoin. Et nous, on est là comme des cons. On se demande, enfin, je parle pas pour vous, moi, parce qu'on s'intéresse au Bitcoin, mais je parle malheureusement de la majorité des gens. On parle du Bitcoin aujourd'hui. S'ils savent ce que c'est, déjà, c'est pas mal. Mais si vous leur dites d'investir dedans, alors là, ils regardent avec des billes en mode mais quoi vous me parlez? Voilà. Alors que vous voyez quand même que les institutionnels d'entreprise, eux, ils ne savent plus comment faire pour acheter du Bitcoin. Et c'est ça, je trouve dommage en fait. C'est qu'on a vraiment un décalage où
ah ben, ça va être toujours pareil, ça va être toujours, désolé, hein, mais ça va être les citoyens, le retail, la masse va se faire pigeonner parce ils vont rester avec des euros qui ne vaudront plus rien. Et de l'autre côté, bah, les élites, toujours ont un coup d'avance et même qui provoquent les événements, hein, on sait, eh bien, ont déjà trouvé leur porte de sortie avec le Bitcoin, en fait. Ça, c'est vrai que c'est vraiment dommage, quelque chose qui me fait de la peine. Mais bon, après, chacun ses choix et puis ses connaissances et son envie d'aller chercher les connaissances aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, bah, les connaissances sont accessibles gratuitement quand même sur YouTube, même sur d'autres chaînes, sur Internet. Enfin, c'est assez facile quand même de s'intéresser au Bitcoin et de trouver des informations. Bon, allez, je continue. Allez, avec cette fois un tweet de Coin Bureau, vous voyez sur en fait les plus grosses banques, sur 25 plus grosses banques américaines. C'est exactement ce que je vous dis juste avant là. C'est que quand je dis les institutionnels sont en train de vouloir s'y mettre en masse, c'est que là, sur les 25 plus grosses banques américaines, on en a 13, déjà 13, hein, qui veulent du Bitcoin. Voilà. Je peux pas vous dire mieux quand même. Donc c'est là où on se dit il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose au niveau du Bitcoin. Et donc vous avez par exemple JP Morgan qui a annoncé déjà le trading de Bitcoin. Vous avez Citigroup, troisième plus grosse banque du monde, hein. Enfin américaine surtout, mais au niveau mondial c'est pas loin. Donc ça y est, pour les clients en fait de HNW, ils peuvent faire du trading de Bitcoin. Pareil pour Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley. US Bank, donc après, là, c'est la banque américaine officielle. Voilà, enfin, on voit quand même que c'est du délire. Et toutes les autres banques, eh ben, elles vont y arriver aussi. Bank of America, c'est pareil. Bank of America, alors là, c'est pas écrit encore, mais on a déjà vu des articles passés, ils s'intéressent au Bitcoin. Voilà. Donc à partir du moment où vous avez une banque en fait qui met en place des outils liés au Bitcoin, toutes les autres banques sont obligées de faire pareil parce qu'elles savent que si elles ne le font pas, elles vont se faire dépasser ou alors elles vont perdre leur part du marché sur d'autres gâteaux assez gros et assez alléchants. Toujours pareil. Donc c'est que le début et l'argent va arriver en masse sur le Bitcoin, c'est une évidence. Et maintenant, alors ça c'est marrant parce que vous voyez, j'avais fait le point il y a, souvenez-vous, il y a un mois ou 2 mois sur justement un petit calcul du nombre de millionnaires qu'il y avait sur Terre, et si tous les millionnaires en fait décidaient d'investir dans le Bitcoin. Alors ce raisonnement, vous voyez, il a été fait par Nayib Bukele, donc le président du Salvador, le 9 août 2025, c'est-à-dire hier. Voilà. Donc pour vous dire, c'est pas moi qui vous le dis, là, c'est carrément le président du Salvador qui a toute une stratégie basée autour du Bitcoin quand même. Et donc il dit, il y a plus de 50 millionnaires dans le monde, imaginez qu'un seul d'entre que tous, que chacun d'entre eux décide d'investir en fait et d'acheter un seul Bitcoin chacun. Donc en fait, il n'y aurait même pas assez de Bitcoin pour assurer en fait tous les millionnaires sur un Bitcoin, hein. Voilà, qu'il y a 21 millions de bitcoins en circulation et même pas. Alors, ce que ne précise pas effectivement Nayib Bukele, mais on peut le comprendre, c'est qu'en fait, il n'existe pas 21 millions de bitcoins aujourd'hui. Il y en a plutôt 17 millions en circulation parce que tous les autres ont été soit ils sont pas minés, encore il y en a 1 million qui sont encore pas minés, et il y en a 3 millions qui sont perdus à cause des mots de passe, tout le tralala. Donc, imaginez le délire. Et ça, c'est juste les millionnaires. Alors, imaginez, bah, pareil, si la masse commence à s'y mettre. Donc, a gigantic price increase is just a matter of time. Voilà, une explosion énorme des prix, c'est juste en fait une question de temps. Ça, ce que je vous dis quand même depuis un moment, et vous pouvez voir toutes mes anciennes vidéos, je reste convaincu que mathématiquement, hein, c'est qu'une histoire de mathématiques encore, je répète, voilà, de chiffres, hein. C'est que à partir du moment où vous avez l'argent tsunami qui va se déverser sur le Bitcoin, mais enfin voilà, c'est qu'une question de temps, donc on est un Bitcoin qui va exploser, cramer littéralement les 1 million de dollars. Il va les fumer, les 1 million de dollars. Après, il passera rapidement à 10 millions, puis 100 millions. Enfin, c'est évident. Et vous verrez que le commun des mortels, nous, la masse, on n'aura même plus la possibilité d'acheter du Bitcoin. Vous verrez, c'est-à-dire, et on pourra même plus mesurer le Bitcoin en termes de monnaie fiat. Parce qu'il sera tellement élevé, tellement haut, que il va peut-être valoir 1 milliard de dollars. Donc à ce niveau-là, c'est même pas la peine de le mesurer par rapport au dollar, quoi. Oui, donc ce sera mesuré en Bitcoin en fait. On parlera de 0, peut-être Bitcoin ou un truc comme ça. Mais qu'on est early, c'est ça que je veux dire. C'est que même si vous avez 0,1 Bitcoin aujourd'hui ou même 0,01, bah en fait, vous faites partie peut-être du top riche dans les 20 prochaines années. Voilà. Pas vous dire mieux, moi. Je peux pas vous dire mieux avec mes convictions que j'ai, mais vous voyez que c'est quand même mathématique. Bon. Allez, je continue.
Cette fois, j'ai fini pour Bitcoin et vous voyez, je suis ultra bullish et je continue à être ultra bullish. Mais maintenant, je vais passer à VeChain. Voilà, donc VeChain, là, j'ai un tweet de Chain Broker qui fait référence en fait aux top projects, c'est-à-dire les plus gros projets qui ont eu en termes de développement sur le mois. Vous voyez? Et regardez, VeChain à la troisième position avec plus de 2400% d'activité de développement sur le mois. Donc une énormité. Donc on voit que VeChain continue en fait de bâtir et de faire grossir sa blockchain, les applications en lien avec BBTR DAO, enfin la totale. Bon, maintenant j'ai passé, donc alors très intéressant, parce que vous savez, je vous ai parlé de la TVL, donc la Total Value Locked, et que je vais aller vraiment approfondir un peu les choses sur les projets que je vous présente, et notamment pour VeChain. Et je ferai la même chose pour notamment Hondo et Plume, j'en ai parlé récemment, ou même le XRP. Et donc là, vous voyez, là, je suis sur DeFi Lama. Donc vous pouvez y aller, je vous mettrai les liens bien sûr en description de la vidéo, comme ça vous pourrez jeter un coup d'œil par vous-même. Et donc je rappelle alors rapidement que la Total Value Log, c'est un indicateur en gros très intéressant, très important à prendre en compte pour en fait faire le lien de la puissance d'une blockchain en termes d'attractivité sociale et surtout d'attractivité pour les investisseurs. Parce qu'en fait, le Total Value Log, c'est la valeur bloquée si vous voulez, sur la blockchain. Donc ça peut être les smart contracts, ça peut être le lending, ça peut être le staking. Voilà. Donc ça fait référence vraiment au nombre d'investisseurs quelque part qui injectent des tokens de ce projet-là, qui les bloquent sur la blockchain. Et donc ça fait derrière eh bien, un indicateur qui permet de mesurer l'argent quelque part qui circule à travers le réseau, la blockchain du projet. Et donc là, vous voyez, je suis sur VeChain. Et là, VeChain, regardez, en termes de TVL, eh ben, c'est pas bon. C'est pas bon sur le dollar. Alors, j'aurais aimé vous dire l'inverse, hein, mais regardez par rapport à 2022, mais après, je vous rassure, c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça, je vais vous expliquer pourquoi. C'est logique, en fait, parce que regardez, en 2021, décembre 2021, 2022, alors ça n'a fait que baisser, hein, vous voyez, depuis, mais c'est logique simplement parce qu'en 2021, les prix du Bitcoin n'étaient pas du tout similaires en fait au prix actuel, hein. On était autour des 0,1 voire 0,2 dollars le token du Bitcoin. Aujourd'hui, on est à 10 fois moins. Bon, donc c'est normal. Donc on avait une TVL, vous voyez à l'époque, de 14 décembre 2021 à 28,38 millions de dollars. Donc bien sûr, vous divisez par 10, et ben on se retrouve avec un pauvre pêcheur, voilà, 3,48. Puis même, on est même descendu au plus bas du bear market à 800 000, enfin inférieur à 1 million de dollars de TVL. Donc voilà. Mais c'est quand même révélateur en fait qu'on a eu une fuite en masse des investisseurs. Et ça fait le lien avec ce que je vous disais aussi sur le nombre de holders, détenteurs de VeChain qui ne bougent pas depuis quand même un moment, depuis très longtemps. Donc je pense que c'est déjà, on a pu voir ça et qu'il y a eu une fuite vraiment en masse de la liquidité sur le projet VeChain. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que depuis, regardez, là je parle de dans juillet donc 2025, donc là je parle d'août, c'est ultra récent quand même. Enfin, là je vous parle quand même de le pic qu'il y a eu récemment. On a 5,74 millions de dollars de TVL, il a eu lieu le 8 août, hein. Regardez-moi ça. 5 août, on était à 1,49 million de dollars de TVL. Là, on a 8 août, on est à 5,74. On a eu un x5 sur la TVL en 3 jours. Voilà, donc là, pour vous dire qu'il se passe des choses sur les chaînes positives, et moi surtout, parce que là, je vous dis, le dollar, c'est normal, vu que les prix du token des chaînes sont fait flinguer, hein, faut le dire, depuis 2022, depuis le précédent pic haussier. Mais par contre, quand on mesure en nombre de VeChain, c'est là où ça va être intéressant. Regardez. Donc là, je me base uniquement sur la métrique VeChain. Pareil, alors on a vu une grosse poussée en gros, 388 millions de VeChain avaient été mesurés en termes de TVL en 2022. 2022-2021, vous voyez, ça n'a fait que baisser. Et là, regardez, on a fait une perte de retour de la mort, hein, en fait, destination finale, je ne sais pas comment vous le dire. Mais là, on a fait une sorte de bougie de fou. On a rattrapé carrément des points. Regardez, la dernière fois, on a vu une TVL aussi forte en nombre de V-Chain, c'était carrément le 2 avril 2022, quoi. Bah voilà, sauf que on n'avait pas les mêmes prix à cette époque-là. Donc ça, les amis, c'est hyper positif pour la suite des choses parce qu'en général, je le dis, je vous le répète, hein, les prix suivent les fondamentaux. C'est-à-dire, en fait, quelque part, la TVL, puisque c'est la liquidité. Donc je ne serais pas étonné que si, alors, je dis bien si, et à condition que,
BTN continue de maintenir cette TVL à ces niveaux. Si c'est juste un pic d'un jour, et puis après ça repart dans les tours à 1 million, là où je sais pas quoi, bon, ben, il ne faudra pas attendre à des miracles, hein. On va rester à des prix merdiques, faut le dire. Je préfère vous. Voilà, pas plaisir, hein, mais bon, faut être raisonnable. Et par contre, si on maintient une TVL à ce niveau-là et qu'on continue peut-être même de faire grossir pour atteindre une TVL en millions de BTN là, identique, similaire à celle de 2021-2022, alors là, je peux vous dire, je parie pas mon chapeau ou mes chaussettes, hein, mais on va se retourner avec des performances de dingo là sur VeChain dans les mois qui viennent. Je ne serais pas étonné. Et ça, vous voyez que depuis en fait février 2025, on voit bien qu'il se passe quelque chose sur la TVL de toute façon de VeChain, puisque ça commence à monter par rapport à l'année 2024 qui a été vraiment une année de merde, hein, faut le dire pour le pauvre projet VHN, là, que ça a été en termes de TVL, en termes de TVL. Mais on voit qu'avec l'activité de développement, la TVL, là, qui est en train d'exploser, en espérant que ce soit sur le durable, eh bien, on peut espérer que ça puisse exploser encore dans les temps qui viennent. Alors, ce qui est positif, c'est que là, on est le 10 août, et vous voyez, donc ça a explosé au 8 août. Vous voyez, au 8 août, déjà, on était assez haut là en termes de. Ouais, 8 août, ouais, on était à 226 millions de VCN en TVL au 8 août. Donc ça veut dire que depuis en fait 2-3 jours, on arrive à maintenir des niveaux quand même assez sympas en termes de TVL. Vous voyez, on a moins 1,28%. Bon. Donc là, au 10 août, on est toujours à 226,87 millions de VCN en termes de nombre de VCN en fait en TVL. Donc ça, c'est très intéressant, ça veut dire que ça continue. Voilà, ça c'est positif. Espérons que ça continue maintenant sur la durée, long terme. Mais voilà, ça c'est cool. Ensuite, je continue et ça s'explique aussi en partie pourquoi cette performance, c'est qu'aussi on a dépassé les 11 millions là, de nouvelles adresses sur VChain. Donc là, sur ce VChain statistique, donc on voit que tous les jours, on a encore des performances assez folles en termes de nouvelles adresses. Alors après, il y avait l'histoire des bots et tout, donc ça c'est quelque chose, on ne peut pas savoir encore, on n'a pas les moyens d'identifier si c'est vraiment des vraies personnes ou pas. Mais bon, n'empêche que on voit qu'il y a l'attractivité là qui se passe sur VeChain. Ensuite, VeChain en termes de nombre de holders sur le projet VeChain. Alors là, vous voyez, ça bouge pas beaucoup. À chaque fois qu'on a pris en une semaine, on a pris 100 holders quoi. Ah, on rigole, 100 holders. On rigole. Par contre, le VTHO et le B3TR, là, on prend voilà, on a dépassé 2 millions déjà de holders de B3TR. Ça explose. C'est-à-dire, je crois que la semaine dernière, on était encore, on n'avait même pas dépassé les 2 millions, il me semble. Et le VTHO, c'est pareil, ça explose. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, l'écosystème de VeChain, en fait, il n'est porté pas par VeChain, il est porté par le VTHO et le B3TR, clairement. Mais bon, c'est positif parce que la preuve, ça fait exploser la TVL, en fait. Et la TVL, derrière, bah, ça a un impact sur le VeChain. Bon, et oui, parce que VTHO, je rappelle, le VTHO, bah, quand on utilise du B3TR, on fait swapper des B3TR là sur le VeChain Tor, sur la blockchain, et bien derrière, ça brûle des VTHO et les VTHO ont un lien direct avec VeChain. Donc tout est lié, si vous voulez. Bon, donc ça c'est peut-être une explication pourquoi la TVA est en train d'exploser. Bon, allez, je continue. Donc maintenant, j'ai passé au RWA classique, hein, parce que vous savez, VeChain, moi je considère dans le RWA comme un sous-narratif très spécifique au niveau des actions tokenisées. Mais maintenant, on va passer vraiment à la finance et à la tokenisation d'actifs, de titres boursiers, etc. avec Hondo Finance et bien sûr le XRP, etc. Je commence avec un premier tweet de Hondo Finance. Donc regardez, donc following up on the Crypto Sprint Initiative, la CFTC. Donc c'est l'organisme en fait qui régule tout ce qui est les commodities, c'est-à-dire les ressources naturelles, pétrolières par exemple, etc. au niveau des États-Unis. Donc c'est un peu l'homologue de la SEC, donc la Securities Exchange Commission, qui s'occupe des securities. Donc ils sont bien, d'ailleurs la CFTC et la SEC complémentaires sur les marchés boursiers américains. Donc c'est des gendarmes en fait quelque part des bourses américaines, mais pas du tout sur les mêmes choses. C'est-à-dire que la CFTC, c'est sur les marchandises et la Securities, la SEC, c'est sur vraiment les titres financiers. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont toujours été, depuis le lancement de la crypto-monnaie, un peu rivaux et en guerre même, faut dire, quand il y avait Gary Gensler à la tête de la SEC contre la CFTC, parce que chacun d'eux considérait que le Bitcoin faisait partie, les crypto-monnaies faisaient partie de leurs prérogatives. Donc vous imaginez le délire quand même. C'est-à-dire que vous aviez deux organismes réglementaires, boursiers, gendarmes,
américain qui se tirait dans les pattes parce qu'ils considéraient qu'en fait, un sujet, un actif était dans leur juridiction quelque part. Voilà, encore arrivé quoi. Donc heureusement que ça, bah, apparemment c'est fini. On a désormais la SEC et la CFC commencent à communiquer depuis qu'il n'y a plus Gary Gensler. Bah, forcément, ça a un peu assaini les choses. Et on a à la place un pro crypto à la tête de la SEC. Donc forcément, la CFTC s'en tire bien évidemment agrandie et en position avantageuse en termes de vision sur la crypto-monnaie. Et donc là, effectivement, c'est Caroline Pam, hein, il me semble, la directrice de la CFTC, toujours. Hein. Ah oui, voilà, c'est Caroline Pam, toujours, qui était déjà à l'époque donc de Biden, la directrice de la CFTC ou la commissaire. Et donc là, ça y est, on a eu en fait le feu vert quelque part, c'est-à-dire que les Communities Future Trading Commission sera lancée en fait à une initiative pour le trading spot des crypto-monnaies, en fait, au niveau des contrats qui seront listés par la CFTC. Donc ça y est, on a vraiment, en gros, l'aval des autorités comme la CFTC, ou même plus haut, hein, la Maison Blanche et tout, pour que la CFTC puisse regarder tout ce qui est l'aspect des commodities et lancer officiellement, hein, avec la régulation et la juridiction nécessaire et adéquate, pour les exchanges crypto ou pour les banques ou autres, n'importe quoi, des produits en lien et enregistrés avec la CFTC. Donc ça, c'est une grosse avancée en fait dans l'aspect juridique et dans l'aspect réglementaire américain. Et on voit vraiment que c'est hyper important, ça a l'air de rien comme ça, hein. Mais là, on est dans une clarification en fait de la régulation américaine sur les crypto-monnaies. Et ça, c'est ce qui est manqué depuis 10 ans en fait. Donc là, enfin, depuis qu'il y a Trump, franchement, on peut le dire, sur la crypto-monnaie, il fait vraiment de très bonnes choses et l'industrie est vraiment en train de tirer son épingle du jeu et de faire le America Great Again, en fait, là-dessus. Ah, là-dessus, parce que le reste, hein, on rigole. Bon, allez, je continue toujours avec Ondo Finance, donc là, avec un petit tweet où ils impliquent leur nouveau partenariat avec Morpho et Gauntlet. Donc Morpho, c'est une des plus grosses plateformes en fait de lending, un protocole lending donc de prêt, et c'est surtout une plateforme DeFi, donc décentralisée, qui offre en fait des garanties, donc enfin, non garanties de physique, de vos infrastructures, pour en fait emprunter et prêter de l'argent et également des actifs tokenisés. Voilà pourquoi en fait, ils se mettent en partenariat avec Ondo Finance, on l'a compris. Et Gauntlet, en fait, ça permet de construire tout ce qui est justement l'infrastructure pour les prêts et les emprunts. Voilà, donc tout ce monde-là est en train de communiquer avec Ondo Finance qui porte le lead hein, sur cet aspect-là de tokenisation d'actifs là-dessus. Donc, toutes les semaines, vous voyez quand même, c'est assez impressionnant, toutes les semaines, on a Ondo Finance qui annonce des partenariats quand même, et c'est pas des petits partenariats, hein. Morpholab, c'est connu, vous voyez, pas mal de followers. Gauntlet un petit peu moins, mais c'est vrai, c'est une grosse infrastructure. Bon, on parle pas de petits joueurs avec 3 Pékins dedans, hein. Non, non, c'est assez intéressant. Allez, je continue. Donc là, je passe à XRP Ripple, on toujours dans le cadre du RWA avec la finance au milieu. Donc là, vous voyez, c'est Stuart Alderotti qui est, c'est normalement, l'avocat, alors Chief Legal Officer, ouais, c'est l'avocat un peu de Ripple, hein, et le président de Nat Crypto Assos. Et donc, qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, il raconte que ça y est, à partir du vote qu'il y a eu de la commission aujourd'hui, alors c'était le 7 août 2025. Eh bien, la SEC, donc là, ce que je vous dis, la Securities Exchange Commission et Ripple ont en fait formellement sont mis d'accord officiellement pour laisser tomber leur appel. Donc en fait, là c'est la fin, ça y est, et maintenant retour au business, c'est-à-dire retour au travail. Donc normalement, on a, alors après ça dépend peut-être de la juge encore ou autre, mais normalement l'appel est fini, donc ils ont laissé tomber leurs affaires de part et d'autre, donc normalement il n'y a plus de procès entre la SEC et Ripple. Après, on va avoir, je crois encore, la juge qui va accorder ou non ce formulaire, hein, parce qu'à la base c'est aussi administratif que chez nous, donc 24, le formulaire 24, 26, 48L, bon rien que ça. Si un juge donne son accord, eh bien, c'est définitivement terminé. On enterre le procès entre la SEC et Ripple. Et voilà, back to business, comme dirait Stuart Alderotti. Donc très très bullish, bien évidemment, pour le XRP. Et je ne serais pas étonné que le jour où on a vraiment officiellement l'arrêt du procès, ça fasse péter
les prix du XRP à des niveaux records jamais encore atteints. Allez, je continue. Donc là, cette fois, je continue dans les partenariats avec Ripple également, puisque là, ils ont racheté tout simplement. C'est même pas un partenariat. Eux, ils rachètent les sociétés. Ils n'ont rien à faire, entre guillemets, dans ils ont qu'une. Donc, ils ont acheté, acquéri pour 200 millions de dollars l'entreprise Whale. Alors, Whale, qu'est-ce que c'est? C'est simplement en fait, une société qui est spécialisée dans les infrastructures crypto, mais surtout de paiement en stablecoin. Donc, vous les voyez venir. Donc là, ils ont franchement acheté Ray dans l'objectif en fait de propulser leur stablecoin, le RL-USD, tout simplement. Donc on voit bien que Ripple continue d'agrandir ses pions, et là je vais repasser sur rwa.xyz, ce que je vous avais montré la semaine dernière. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez pour ceux qui ont jeté un coup d'œil sur cette plateforme, parce que vraiment il y a des chiffres vraiment très intéressants qui permettent de mathématiquement suivre un peu l'évolution des projets et du nombre de holders de RWA. Et donc là, vous voyez sur le XRP Ledger, effectivement, donc XRP Ledger, c'est quand même pas rien parce que vous voyez qu'en termes de RWA value, ils ont fait 52%, là on n'est pas de 30 jours. Vous voyez l'évolution de malade. Alors après, en termes de holder de token RWA, on voit que vraiment c'est rien encore, hein, c'est au tout début. Ils n'ont pas beaucoup en fait de classes d'actifs dans le RWA, donc c'est normal. Mais là où ils tirent leur épingle du jeu, c'est tout simplement le market cap du stablecoin. On voit que là, les stablecoins sont en train d'exploser. C'est justement cette partie en stablecoin qui est en train de faire exploser la value en RWA du XRP Ledger. Et après, vous avez le nombre de holders de stablecoin en RLUSD en fait, hein, qui varie très légèrement à la hausse. Voilà, mais en tout cas, les métriques pour le XRP Ledger, vous voyez, sont en totale augmentation depuis le début de l'année 2025. Ça fait plaisir à voir et ça explique beaucoup de choses aussi pour Ripple. Allez, je continue. Donc là, j'ai passé à l'aspect global. Là, vous voyez, j'étais focus sur le XRP Ledger, donc de Ripple. Maintenant, je repasse à l'aspect global du marché sur le RWA. Et donc, effectivement, on est à 347 245 détenteurs de tokens du RWA ou de produits liés en lien avec le RWA. On voit que tout ce qui est aspect du marché des stablecoins est toujours en augmentation, en plus 4,87%. Donc, la liquidité ne fait qu'affluer sur ce marché au fur et à mesure du temps. Et ce qui est intéressant, c'est ça. Regardez, alors, il y a deux choses. Il y a ça déjà, donc les top transferts. On voit que tout, la palme d'or, médaille d'or, bronze, argent, ce que vous voulez, c'est un seul réseau qui l'a, c'est Plume. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, et là, il y en avait trois, je pense que c'était dans les top 3, enfin, c'était le top 3, et ben c'est carrément le top 4. Et derrière, vous avez Solana, puis Ethereum. Donc là, c'est juste le terme, les montants les plus gros qui ont été transférés sur les réseaux. Donc c'est top transfert, hein, voilà, c'est bien dit. Donc ça indique que la liquidité quand même fait confiance à ces réseaux. Il faut vraiment faire confiance à ces réseaux pour filer de 100 000 dollars quand même sur une transaction comme ça, quoi. Bon, c'est assez intéressant à voir, mais là où c'est le plus intéressant à voir, c'est que là, on a regardé toujours en fait la RWA League Table, on regarde la Champions League. Et donc là, vous voyez, on a tous les gros projets. On a Ethereum, Solana toujours, Polygon, Avalanche, XRP Ledger qui a pris de la place et qui a d'ailleurs remplacé Plume, parce que Plume est dans le top 10, je vous rappelle. Et donc ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que vous voyez, quand je clique sur Ethereum, voilà, et on a 82 000 détenteurs de tokens. La semaine dernière, on était à 70 000. Donc on voit qu'on a une évolution quand même assez intéressante de jour en jour. Mais là où c'est le plus intéressant, c'est que je vois par exemple ce genre de projet comme Ethereum, eh bien ils se font pulvériser tout simplement par Plume. Regardez Plume qui est en version bêta, hein, même pas en version définitive. Ils ont attiré déjà 174 554 détenteurs de tokens. Donc là, on est officiellement à la moitié, c'est-à-dire la moitié des holders dans l'ensemble du marché du RWA et dans un seul projet qui est Plume qui est en version bêta. On croit rêver quoi. Et surtout, la RWA value, vous voyez, toutes les métriques sont en constante augmentation. Et pareil pour le marché des stablecoins, on voit qu'on est en constante augmentation. Pareil, là, je disais qu'effectivement, la semaine dernière, on n'avait pas beaucoup de holders en stablecoin, et bien là, déjà, ça a changé. On voit qu'on monte, chaque jour, on voit qu'on gagne de la puissance sur ce projet. Regardez, effectivement, ça ne fait qu'exploser sur ce projet. Donc là, on a clairement une pépite. Pour moi, c'est une pépite, hein, je vous le dis, Plume.
quand je vois les métriques, tout simplement. Et je vais aller plus loin, je vais aller maintenant sur tout ce qui est le projet en lui-même. Et c'est pas étonnant en fait, ça explose tout simplement parce que là, vous avez une communication, un tweet de Plume, c'est-à-dire le projet officiellement, qui détient quand même 1 million de followers. Donc je crois que même Ondio Finance n'a pas autant de followers malgré la puissance du projet. Donc effectivement, il se passe quelque chose là sur Plume. Vraiment, ça mérite de jeter un coup d'œil. Donc ce que je me suis dit, donc, je suis allé voir un peu leur page. Et je suis tombé sur ça. Et là, je me dis, ah ouais, quand même. Effectivement, ça, on comprend mieux les choses. Donc ils ont carrément, là vous avez les leaders enfin, les fondateurs du projet Plume. Et vous avez Donald Trump au milieu. Et en fait, les fondateurs de Plume ont intégré donc, déjà la Crypto Task Force de la SEC le mois dernier. Rien que ça, déjà, on peut leur tirer chapeau bas. Mais surtout, donc, ils ont rencontré Donald Trump pour parler donc, de la crypto, de la tokenisation, également du futur du AWA aux États-Unis. Vous voyez? Et donc, en fait, là où c'est intéressant, c'est que nous sommes excités, vous voyez ce qu'ils le disent, hein, de continuer à travailler avec le président, donc Donald Trump, et le reste du cabinet, avec tout ça, voilà, pour permettre, en fait, tout simplement, la tokenisation des actifs. Mais en fait, ça va plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont investi dans le WLFI, apparemment, de Donald Trump. Hein. Donc, voilà, on est sur un projet, en fait, qui est en lien et en partenariat avec carrément les entreprises de Donald Trump. Et ça, du coup, c'est énorme. Clairement, il faut le dire. Bon, les conflits d'intérêts, je n'en passe même pas le truc, hein. Bien sûr que c'est totalement bon, hors clou, hein, on signe à ce niveau-là. Mais en tout cas, en termes de puissance de feu, bah, eux en ont. Eux ont de la puissance de frappe. On le voit et ils ne sont pas encore connus. Je vous montre les prix. Par exemple, sur CoinMarketCap, vous avez sur CoinMarketCap, vous tapez Plume. Les prix sont vraiment très très bas. C'est-à-dire que la capitalisation boursière de Plume est très basse. Et d'ailleurs, très important, vous faites le calcul de la TVL. La TVL du projet Plume est ridicule. En fait, je vais vous montrer. Hein. Tac, hop. Voilà, vous voyez Plume. Je ne sais pas si elle a la TVL qui est affichée ici, mais il faut savoir elle est très haute en fait, la TVL. Donc là, il faudra aller sur DeFi Lama. Je vais vous montrer. Je vais retourner sur DeFi Lama. Je vais chercher Plume pour vous. Regardez, là sur Plume Mainnet, la TVL de 263,25 millions. Mais là, je suis en Plume. Donc maintenant, je passe en dollars. Et là, on parle d'une autre métrique. On a 263,25 millions de dollars avec une TVL qui explose littéralement en 3 mois. Regardez-moi ce délire. Donc là, depuis mai 2025, la TVL ne fait qu'exploser coup sur coup pour ce projet. Donc là, c'est extrêmement intéressant. Et donc, si vous faites le parallèle, moi j'ai fait le calcul, je vais vous dire, je fais le calcul. En fait, quand vous faites le ratio TVL et market cap d'un projet, vous avez un ratio, donc voilà. Et s'il est inférieur à 1, vous avez un projet qui est en train d'exploser et qui est hyper attractif pour les investisseurs qui n'a pas encore pété vraiment. Eh bien, le ratio TVL market cap de Plume, il est aujourd'hui, je vous invite à le faire vous-même, de 0,66. J'ai fait le calcul. Il est largement inférieur à 1. Donc c'est un projet, quand je dis c'est une pépite, je pense qu'il y a tous les signaux là. Après, c'est mon avis, hein, peut-être que j'ai des données que je n'ai pas vues et qui montrent qu'en fait, il ne faut surtout pas investir dans ce projet. Mais moi, avec les signaux que j'ai, tous les voyants dans le vert clignotent et disent, allez, bref. Voilà. Donc après, regardez quand même, faites-vous votre propre opinion, parce que peut-être que moi, j'ai raté des métriques très importantes qui ne sont pas bonnes. Alors, bon, voilà. Et comme ça, vous aussi, vous me partagez vos informations et vous me dites attention, quoi. Voilà. Mais vous voyez quand même que c'est intéressant, là. Là, et je pense que ça va continuer, vous voyez, ça continue d'augmenter à ce jour encore au 10 août 2025. Une folie. Et vous avez vu que par rapport à VeChain notamment, alors que vous savez que moi j'aime beaucoup ce projet, un VeChain, eh bien, il n'y a rien à voir. Rien à voir en termes de TVL, de performance, de tout ce que vous voulez, sauf sur les prix. Vous voyez, Plume rejoint les prix, vous allez voir les prix du projet sont en constante baisse depuis 3 mois. Donc très intéressant pour recharger en fait à ce niveau-là. Allez, je continue. Donc cette fois, je vais passer au RWA plus général, hein, vous savez, avec des articles, notamment un article de journalducoin.com. Donc, un trésor endormi prêt à se réveiller grâce à la tokenisation, point d'interrogation. Il est l'or. Hein. Marrant l'article. Vous avez de l'or chez vous, mais vous ne savez pas quoi en faire. Une vieille chaîne cassée, une bague sans pierre ou des pièces oubliées, point d'interrogation. Crypt Cool, donc c'est ce nouveau projet, propose de leur redonner de la valeur en les transformant en or digital.
grâce à un service de tokenisation simple et sécurisé. Ce patrimoine devient actif et accessible à tout moment. Vous pouvez ainsi profiter pleinement de votre patrimoine sans les contraintes liées à la détention d'or physique. Alors là, voilà, c'est là quand je vous dis que on est à l'aube d'un changement de paradigme monétaire, économique, social, grâce à la blockchain et à la tokenisation d'actifs, parce que là, on rejoint quoi? On rejoint la tokenisation en fait de produits du monde réel. Et ça rappelle le projet BChain, encore une fois. Voilà. Donc, les seuls qui font vraiment aujourd'hui la tokenisation d'actions réelles plus la tokenisation d'objets physiques réels, pour l'instant, c'est BChain à travers la plateforme VBetterDAO. Mais maintenant, vous avez de plus en plus de projets, et là, vous avez le projet Cryptcool qui carrément propose de tokeniser les bijoux, en fait, tout simplement. Et de les transformer, de les tokeniser, de les mettre en fait en valeur or sur la blockchain sans que vous ayez les contraintes et les problèmes liés à l'or physique avec la peur de vous faire choper vos bijoux dans un cambriolage, hein, il y a ça sans la peur de si votre maison elle crame, bah, vous perdez bien sûr vos bijoux. Si vous perdez la combinaison de votre coffre-fort, eh ben, vous n'avez plus qu'à aller chercher un serrurier pour vous aider à forcer votre propre. Enfin bref, voilà, vous connaissez bien sûr tous ces problèmes-là, et sans compter bien sûr les innombrables planques qu'on fait à droite à gauche, que même nous, les propriétaires des planques, on a oublié. Donc bienvenue pour bien bonne chance pour aller retrouver ces bijoux derrière. Voilà, donc pour vous dire dans le monde dans lequel on est en train vraiment d'évoluer et c'est pas prêt de s'arrêter parce que vous voyez c'est trop pratique. Donc là j'ai un autre article de cryptost.fr, Binance s'associe à la troisième plus grande banque d'Espagne pour proposer la conservation de crypto hors exchange. Donc près de 2 ans après l'effondrement de FTX et la sanction record infligée à Binance, l'exchange crypto s'allie à la banque BBVA pour proposer une garde indépendante des fonds. Alors je pense que là, vous voyez, on a vraiment, ça a l'air de rien cet article-là, mais on a vraiment l'illustration classique qu'on a la fusion de deux mondes. On a la fusion de la finance traditionnelle avec la fusion, enfin, avec la finance décentralisée de base, hein, enfin la crypto-monnaie plutôt. Voilà. Mais ça donne quelque chose de très centralisé parce que là, vous avez quoi? Vous avez une plateforme exchange qui est à la base garder les fonds qui va s'associer avec une banque pour garder les fonds. Donc en fait, quelque part, les plateformes exchange sont en train de se bancariser, clairement sur tous les sens du terme, sont en train de renforcer l'aspect de centralisation. Parce que mettre ses crypto-monnaies dans une banque, c'est comme mettre son or dans une banque. Alors, je te conseille, parce que le principe même de la crypto-monnaie est de l'or, de l'argent, c'est de débancariser, hein. Donc si vous achetez de l'or, de l'argent pour les mettre en banque, c'est quelque part, vous n'avez rien compris en fait au fonctionnement principal de l'or et de la crypto-monnaie, quoi. Donc autant rester en euros et vous mettez en banque, hein, parce que ça ne change rien. De toute façon, parce que le jour où il y a une crise, qu'est-ce qui se passe? C'est comme Fort Knox. Fort Knox, en parlant de Fort Knox, Fort Knox, c'est quoi? C'est tout simplement la saisie de l'or par les banques américaines, hein, lors de la crise, de je ne sais plus quelle année et qui ont été rapatriés à Fort Knox en fait. Voilà, les Américains ont été spoliés de leurs biens quoi. Voilà. Hein. Donc surtout, ne mettez pas vos cryptos ou votre or en banque en fait. Si vous avez une optique de débancariser, ça c'est clair. Voilà, après si c'est juste pour les protéger, que vous faites confiance aux banques et tout, et là il n'y a pas de problème, allez-y, aucun souci. Allez, je continue toujours avec l'actualité crypto. Donc là, je vais passer à un autre article de Cointelegraph France. Donc là, la DeFi explose avec les actions tokenisées, mais l'activité des utilisateurs se tourne vers les NFT. En juillet, les applications NFT ont attiré légèrement plus d'utilisateurs actifs que la DeFi, alors même que la liquidité de cette dernière atteignait un record de 270 milliards de dollars. Bon, donc on voit que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un retour des NFT à des niveaux qui peuvent faire penser un petit peu au précédent cycle haussier de 2020 à 2022, quoi. Donc déjà ça, et surtout, on a la DeFi qui continue d'exploser sur les actions tokenisées. Donc on est qu'au début, là, on est qu'au début, en fait, de l'adoption de masse sur les actions tokenisées, donc ça, c'est intéressant. Et donc le résumé dans tout ça, c'est qu'on est vraiment, vous le voyez, quand je parle des projets RWA, au niveau de TVL, je vous invite à aller sur DeFi Lama, à prendre tous les projets que vous préférez, sur lesquels vous avez investi peut-être, ou autres, et vous cherchez la TVL et l'évolution de la TVL au fur et à mesure du temps. Et vous verrez, moi ce que j'ai fait pour Ondo Finance, j'ai fait pour XRP, vous avez vu, j'ai fait pour plein de projets, et tous les projets en lien avec le RWA, leur TVL est en train d'exploser.
Donc on a vraiment un secteur aujourd'hui qui est en train de se détacher du jeu dans la crypto-monnaie, c'est le secteur du RWA avec des projets en lien avec le RWA. Donc essayez, vous allez voir, vous serez étonné du résultat. Vous avez vu Vetchen, même si là, sur les 2 3 derniers jours, il explosait en termes de TVL, pendant 2 ans, il ne s'est rien passé, hein. Ça a été vraiment une catastrophe au niveau de la TVL. Donc c'est là où c'est intéressant un petit peu, je trouve, cette métrique pour mesurer l'évolution d'un secteur, d'un sous-narratif, d'un narratif, ce que vous voulez, sur la crypto-monnaie. Voilà, mais du coup, vous l'avez compris, moi je reste ultra bullish, ultra confiant déjà sur le Bitcoin, ultra confiant sur Ethereum, du coup, parce que là on voit que Ethereum, en plus avec les nouvelles mises à jour qu'ils mettent pour fluidifier et pour rendre le système plus scalable, c'est le problème de Ethereum à la base, et bien ça c'est en train de repartir à la hausse. On voit bien également que le RW est en train d'exploser. Alors le secteur de l'IA en crypto aussi, je reste très bullish, autant que le secteur du AWA, même si ça n'a rien à voir, hein, c'est encore autre chose. Mais pour moi, il y a 2 secteurs dans la crypto-monnaie qui sont en train d'exploser, c'est l'IA, crypto-monnaie IA comme Fetch.ai, Bitsensor et le AWA. Voilà. Et donc, voilà, on n'a plus qu'à attendre. Enfin, il n'y a plus qu'à. Pas à dire, mais effectivement, il n'y a plus qu'à. Allez, je continue, hein, je passe aux actualités économiques. Alors là, vous allez voir, c'est toujours pareil, hein. De toute façon, les actualités économiques en France, j'ai envie de vous dire, on rigole. Bon, vaut mieux rigoler à chaque fois qu'on voit une mauvaise nouvelle, parce que comme ça, au moins, on rigole. Donc, leséchos.fr, exclusif, assurance, chômage, le gouvernement veut à minima 4 milliards d'économies par an. Alors, les économies, c'est bien, mais le problème, c'est que là aussi, en fait, qui c'est qui fait les économies? C'est pas eux, hein. C'est pas l'État, c'est les citoyens. Toujours pareil. Donc, plutôt que d'aller chercher aussi les fraudes au chômage ou les fraudes à la sécurité sociale, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont taper sur les gens qui peut-être sont au chômage, mais ils l'ont pas décidé, quoi. C'est-à-dire, enfin, on est tous peut-être passés par là, avec une période de notre vie où, en perdant son emploi ou en changeant de métier ou en changeant de secteur, on a on a un délai où on a besoin d'être au chômage ou pour rebondir. Donc ils veulent aussi taper là-dessus. Donc là encore, en fait, on est réduit à quoi? On est réduit en fait à taxer les Nicolas Occupé. Voilà, vous avez compris. Bref. Alors, ça change pas, hein. Mais ça changera pas. De toute façon, tant qu'on aura les mêmes bouffons, excusez-moi l'expression, à la tête de l'État, ça ne changera pas. Faut pas attendre. Et c'est les gens qui ont créé le problème qui sont en train de chercher la solution. Donc forcément, ça marchera pas. Donc là, j'ai autre article de la tribune.fr, semi-conducteur. Alors attendez, tac, je vais dire ça. Semi-conducteur, l'industrie européenne au cœur d'une guerre commerciale avec les États-Unis. Donc voilà, Donald Trump a évoqué mercredi la possibilité de taxer 100% les puces électroniques importées aux États-Unis. Donc là, il est en train de déclencher la guerre en fait de l'intelligence artificielle, tout simplement. Et voilà, c'est un businessman et lui, tout ce qu'il veut, c'est rendre America great again et défoncer tous les autres en fait. Bon. Donc, si peu d'observateurs croient à une application stricte de cette mesure, celle-ci jette un nouveau coup de projecteur sur l'interdépendance des chaînes de production mondiales et notamment européennes. Forcément, parce que nous, on n'a rien en Europe, on n'a plus d'industrie. Donc, imaginez que demain, comme on a la merci de la mondialisation, demain, on ne produit rien en Europe. Donc, forcément, ce genre de nouvelles, on va y être de plus en plus sensible. Et Donald Trump, qui est un businessman de folie, négociateur hors pair, il faut lui accorder, malgré tous ses défauts à côté de changements bipolaires ou je ne sais quoi en termes de personnalité. Sur ce niveau-là, vraiment, il est très bon. Et en plus, il sait que nous, on est faible à ce niveau-là parce qu'on n'a pas les moyens en fait de combattre. On a rien, donc, forcément. On ne peut pas troquer ou quoi que ce soit, on n'a rien. Donc, il en profite. Et il va en profiter encore, à mon avis. Il va se faire plaisir. Allez, je continue toujours avec la tribune.fr. Donc, droit de douane à 50%. L'Inde défie Trump et continuera à acheter du pétrole russe. Alors là, on voit bien que Trump a peut-être été. C'est avec la victoire contre l'Europe, c'est dit, allez, je vais faire ça avec tout le monde, ils vont tous se plier. Bah non, là, l'Inde, c'est pas pareil, c'est un autre morceau. Et là où c'est intéressant et inquiétant un petit peu aussi, c'est que l'Inde, c'était le dernier dans le bloc des BRICS, le dernier, pas allié des États-Unis, mais le dernier lien peut-être avec l'Occident démocratique, entre guillemets, tel qu'on connaît nous, avec l'Europe, les États-Unis, etc. Et en mettant ça, je pense que Trump a fait une erreur, c'est qu'il a donné le signal en fait à l'Inde que l'Inde ne pouvait pas compter en fait sur les États-Unis et l'Occident pour se développer. Donc, il a retranché, il a repoussé quelque part l'Inde vers les BRICS.
je pense qu'on va avoir un renforcement total des BRICS parce qu'il faut savoir que l'Inde et la Chine, même s'ils font partie des BRICS, sont en guerre. En fait, alors, c'est une guerre larvée, mais ils sont en guerre pour une partie de leurs frontières, hein, où régulièrement il y a des affrontements entre soldats chinois et soldats indiens à main nue, parce qu'ils ont pas, ils ont démilitarisé la zone, enfin bref. Voilà. Mais pour vous dire que les tensions entre la Chine et l'Inde sont réelles. Et donc c'est pour ça que l'Inde avait de gros partenariats commerciaux et financiers avec les États-Unis notamment et l'Occident pour ne pas être totalement à cheville avec la Chine. Mais là, vu qu'on a ça, ben, on va avoir un renforcement des BRICS, on va encore plus fragmenter en fait les blocs occidentaux et Moyen-Orient, enfin BRICS pour le coup. Donc on est vraiment, je pense, à l'aube d'une chute de l'hégémonie occidentale parce que je pense que tout le monde en a marre en fait et que à force de foutre des sanctions dans tous les sens, et ben forcément les autres se détournent de nous. Allez, je continue. Donc là, j'ai passé maintenant au cours de l'euro par rapport au dollar. Il y a des choses intéressantes à dire. Donc là, sur un mois, on voit on n'est pas trop mal, hein. Nous, l'euro, on a bien pulvérisé le dollar. Bah, forcément, parce que c'est le dollar qui a baissé. Avec tous les tarifs douaniers, Trump a fait perdre confiance dans la part des investisseurs et des fonds d'actifs, enfin, des gestionnaires d'actifs dans la monnaie souveraine dollar. Et puis, c'était son objectif. Donc, forcément, l'euro a explosé par rapport au dollar, puisque c'était l'objectif de Trump, c'est de faire baisser le dollar pour favoriser en fait les exportations. Donc, forcément, ça marche. Et allez, enfin, je continue avec maintenant le cours de l'or qui, lui, eh ben, pas de surprise, continue d'augmenter. Et là, cette semaine, vous voyez, l'or a repris en fait un précédent record de 94 euros le gramme 24 carats. Voilà. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, parce que plus l'or monte et plus ça veut dire que, vous le savez, l'euro baisse, parce que là, on est par rapport à l'euro. Et donc, ça, c'est lié aussi à la géopolitique mondiale qui est de plus en plus déstabilisée. Alors, on l'a vu avec les tarifs douaniers, bah forcément, on a eu une flambée de nouveau de l'or. Voilà, bon, bah écoutez, ce sera tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses, vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like d'ailleurs pour soutenir la chaîne, ça fait toujours super plaisir. À vous abonner également, parce que plus on est et plus voilà, ça me conforte dans mon job, dans mon travail. C'est un plaisir, hein. La première chose que je fais, c'est pour moi déjà, pour me maintenir à flot. Mais en plus, voilà, ça me fait super plaisir de partager ces informations avec vous. N'hésitez pas à vous abonner également, les amis, ça fait plaisir. Et puis sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous. La bise, ciao.